Et je pense qu'il ne Non, faut mais pas... concrètement, maître, vous l'avez dit vous-même, concrètement, les gens restent en place. Et le temps que la force publique débarque, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc d'ici Alors, là, le je propriétaire crois sera pas qu'il mort. Le soit... problème, c'est que je pense que les Français en ont marre d'un pouvoir qui ne cesse de leur expliquer pourquoi il ne peut pas agir, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres. On vient d'entendre effectivement les explications à la fois juridiques et opérationnelles qui, je dirais, justifient, ou en tout cas l'absence d'action immédiate en faveur de cette propriétaire. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Les étrangers délinquants, on ne peut pas les virer, on ne peut pas virer les squatteurs, et vous avez tout un tas de castafiores médiatiques et politiques dont le métier est là pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire. C'est la politique de l'impossibilisme. Et je crois que les Français, aujourd'hui, en ont marre. Les Français veulent qu'on agisse pour leurs droits. Là, en l'occurrence, c'est un droit sacré, c'est le droit de propriété. C'est-à-dire qu'il faut qu'à partir du moment où une occupation illégale est constatée, il faut que les forces de l'ordre, ou en tout cas la force publique, expulse immédiatement les squatteurs. C'est ça la sacralité de la propriété privée. Parce qu'on n'est pas dans un régime, on n'est pas dans un régime kleptomane, on n'est pas non plus dans un régime communiste. Alors, il y a la aussi propriété privée a un sens. 73% des Français estiment que la justice fonctionne mal, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. Pourquoi la justice est aussi impopulaire dans notre pays? Jean Messia. Écoutez, d'abord, vous savez que le ministre Dupond-Moretti récuse catégoriquement ce type de chiffres. Quand on lui dit que les Français trouvent que la justice n'est pas assez sévère, il contredit cela. Donc moi je pense que déjà, Éric Dupond-Moretti est victime d'un sentiment d'efficacité de la justice. Il a l'impression que la justice est efficace, mais chez lui, c'est qu'un sentiment. Je crois qu'Éric Dupond-Moretti pense que la justice est mal comprise par les Français. Oui, c'est ça. Qu'il faut la simplifier. C'est ça, mais c'est comme les Français comprennent très mal l'insécurité aussi, je pense, d'après lui. Donc effectivement, là, on a des chiffres et ils sont accablants. Je pense, moi, si vous voulez, sur le fond, que la justice en France, elle a un triple problème. Le premier problème, c'est effectivement un problème, je dirais, idéologique. C'est-à-dire que nous avons effectivement une minorité, peut-être sans doute, de magistrats qui considèrent que les délinquants, les criminels, finalement, sont des victimes de la société. Donc en fait, ces magistrats-là ne sont pas là pour juger la délinquance et la criminalité, ils sont là pour juger la société qui a produit les malfrats qu'ils ont à juger. Alors je dis bien que c'est une minorité de magistrats, mais le problème, c'est que cette minorité, elle est soutenue par l'idéologie systémique qui gouvernent la France depuis une quarantaine d'années. Et donc, évidemment, même s'ils sont numériquement minoritaires, ils sont, je dirais, idéologiquement majoritaires. Le deuxième problème, c'est le problème des moyens. Effectivement, on manque de juges, on manque de greffiers, on manque de places de prison aussi, parce qu'il faut entendre la justice comme l'un des maillons de la fameuse chaîne pénale. Et je dirais que là-dessus, tout ce qui est régalien en France depuis des années est le parent pauvre des budgets. Je crois que nous avons une génération d'élite qui a abdiqué, je dirais, la notion de puissance publique, qui a déclaré la France pays ouvert. Et donc tout ce qui est régalien, la police, la gendarmerie, la justice, et même si on élargit la diplomatie, tous ces pôles régaliens de l'État se sont effondrés, se sont affaissés. Donc, Emmanuel Macron a, selon vous, échoué dans tout ce domaine régalien? Alors Emmanuel Macron, on peut lui faire crédit d'avoir voulu augmenter un tantinet les moyens, notamment pour la police et la gendarmerie et pour la justice, mais c'est évidemment très insuffisant par rapport à tout ce que ces ministères ont perdu ces 10, 20, 30 dernières années. Et dernier point, c'est que les magistrats, parce que dans votre sondage, il est dit que les magistrats ne sont pas assez sévères. Effectivement, on a tous en tête des affaires où des multirécidivistes ont été libérés, ont violé, parfois tué, et ça a scandalisé le pays. Le problème, c'est où est la responsabilité des magistrats ? Genre, si vous êtes salarié d'une entreprise et que vous commettez une faute grave, vous êtes sanctionné. N'importe quel autre fonctionnaire, à commencer d'ailleurs par les policiers, quand ils commettent des choses graves ou des infractions graves ou des manquements graves à leur déontologie, ils sont sanctionnés. Les magistrats bénéficient d'une sorte d'irresponsabilité qui fait qu'effectivement, ils peuvent libérer des gens avec des preuves accablantes, des récidivistes, sans que jamais ils n'aient de compte à rendre. Il faut que ça change. Un dernier mot, je pense qu'en réalité, Emmanuel Macron
n'en a strictement rien à cirer de la justice et de la police. C'est-à-dire qu'on l'a vu pour l'entretien du 14 juillet, alors même qu'il sait que la justice et l'insécurité sont des préoccupations majeures des Français, sinon prioritaires. Pas un mot dans l'interview du 14 juillet. Donc on voit bien, si vous voulez, c'est un peu la clé de voûte, cette interview, du désintérêt patent du président de la République pour ces problématiques régaliennes. Voilà, et ça c'est très inquiétant dans la mesure où effectivement les affaires d'insécurité et les dysfonctionnements de la justice, ce sont des affaires qui défraient la chronique tous les jours. Donc je ne comprends pas comment le président de la République arrive, si vous voulez, alors il maintient Gérald Darmanin malgré son bilan, il maintient Éric Dupond-Moretti malgré son bilan, c'est plus une forme de défiance à l'égard de l'impopularité, notamment d'Éric Dupond-Moretti, dont on sait que les magistrats voulaient sa tête avant la composition du gouvernement. Il militait pour que Éric Dupond-Moretti ne soit pas reconduit. Et en fait, Emmanuel Macron l'a reconduit pour faire un pied de nez en disant, voilà, moi, personne ne fait pression sur moi, donc il restera à son ministère. Mais convenez que c'est quand même pas une bonne raison pour maintenir quelqu'un au bilan aussi désastreux à un poste aussi important pour la France et les Français aujourd'hui. Comment est-ce qu'on, j'ai envie de dire, juge de la sévérité d'un juge, Jean Messia? Écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez de Karine, cette jeune femme qui était venue témoigner sur le plateau de Jean-Marc Morandini il y a quelques semaines, en larmes, parce que un chauffeur de taxi avec lequel elle était montée a été accusé d'avoir violé plusieurs femmes ou les avoir agressées sexuellement, et il n'a écopé que d'une peine de prison de 6 ans, dont 2 seulement fermes. Et je crois qu'il est même reparti libre. Donc vous voyez, moi je ne connais pas les détails du dossier, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste, mais je veux dire, je suis un citoyen. Et comme tout citoyen, quand j'entends ce genre d'histoire, qui est loin malheureusement d'être unique en son genre, eh bien je suis consterné. Qu'est-ce qui passe par la tête d'un juge pour, en face d'une victime, en face de plusieurs victimes, eh bien, prendre pareille décision, alors même qu'un juge, il faut toujours le rappeler, rend la justice au nom du peuple français et pas en son nom propre. Donc, est-ce qu'il a rendu la justice au nom du peuple français? Et deuxièmement, le devoir du juge, c'est bien sûr de punir et de sanctionner le malfrat, le délinquant ou le criminel, mais c'est aussi de protéger la société contre les agissements de ces malfrats et de ces criminels. Or là, en tant que citoyen, ne connaissant pas le fond du dossier, mais je ne peux que constater que la justice, sur ce dossier-là, et sur bien d'autres du même acabit, eh bien, la justice a failli à son devoir. Et je ne sais pas, est-ce qu'on paye une ministre pour nous rappeler ce genre de choses? Est-ce que le contribuable français doit nécessairement payer pour se voir rappeler qu'il faut fermer la porte, il faut éteindre la lumière, etc. Donc, la chasse au gaspille présentée par la ministre, moi j'ai envie de la tirer. La chasse. Parce que c'est totalement ridicule. Et en plus, le décret va beaucoup plus loin, puisque je crois qu'il faut effectivement que les magasins, la nuit, éteignent leur lumière, y compris dans les centres-villes. Il prévoit, je crois aussi, que l'éclairage public soit modulé, voire supprimé la nuit. Donc c'est très triste, si vous voulez, de constater que au pays des Lumières, eh bien, on va abattre les ténèbres de l'obscurité, pour ne pas dire de l'obscurantisme, dans quelques mois. Je crois que les Français n'ont pas à payer les choix géostratégiques et géopolitiques d'un gouvernement qui s'est imprudemment aventuré à faire des moulinets et à bomber le torse face à des puissances, alors même qu'on le découvre de jour en jour, il n'a pas les moyens de soutenir matériellement, logistiquement, ces choix. Et donc, in fine, c'est quand même les Français qui vont en payer le prix. Ils le payent déjà à travers l'inflation, notamment sur les carburants, mais pas que. Et parce qu'il ne faut pas croire, si vous voulez, que la loi pouvoir d'achat, qui est censée justement constituer un petit bouclier contre cette inflation, c'est aussi un coût. Ça a un coût, l'argent magique n'existe pas. Donc tout ça est quand même dramatique dans un contexte où Ousmane Nasrou le rappelait. En plus, les choix énergétiques qu'on a fait ces dernières années sont totalement délirants. Il y a eu bien sûr la période, les 2 ans de Covid qui n'ont pas permis l'entretien prévu des centrales nucléaires, leur carénage, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de vrais choix énergétiques qui ont été faits, qui nous rendent aujourd'hui plus dépendants
de l'étranger que nous le fûmes naguère. Et donc, connaissant cette dépendance, le gouvernement aurait dû mesurer l'impact, étudier l'impact de ses choix géopolitiques sur la guerre russo-ukrainienne avant d'aller s'aventurer à une co-belligérance dont finalement il n'a pas les moyens de soutenir sur le terrain en France et pour protéger les Français. Oui, juste un mot, je ne comprends pas, si vous voulez, comment le gouvernement peut d'un côté nous dire qu'il faudra économiser de plus en plus l'électricité tout en nous encourageant au tout électrique en matière de voitures. Oui, parce que c'est vrai que les voitures consomment beaucoup. C'est vrai que les voitures consomment beaucoup. C'est le Gorafi tous les jours. Je pense que, si vous voulez, si c'est pour dire de pareilles banalités, je pense que les Français seraient bien inspirés d'éteindre leur poste de télévision quand Olivier Véran s'exprime. Ça fera des économies et les Français sont assez grands. Et qui est une des personnalités préférées des Français pourtant. Hein. Peut-être, mais en tout cas, les Français, ils ne le préfèrent pas pour ce genre de banalité. Voilà, donc moi je pense que les Français sont un peuple adulte, c'est un peuple majeur. On les a déjà infantilisés pendant le Covid et toutes les mesures, les gestes barrières, etc., qui étaient de bon sens. Voilà, donc il faut arrêter avec ça. Je crois que de toute façon, aujourd'hui, si vous voulez, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie, de manière générale, est tellement élevé que je ne vous connais personne, si vous voulez, qui par plaisir va se dire « Tiens, je vais gaspiller ». Enfin, je sais pas, gaspiller, ça veut dire payer plus. Or, on ne peut pas nous expliquer que d'un côté, ceux qui connaissent la situation des Français savent très bien que leur pouvoir d'achat est déjà grevé de manière importante par la hausse de tous les prix, y compris par les prix d'énergie, y compris par le prix de l'électricité. Donc, si vous voulez, si on laisse simplement faire le marché dans un contexte de prix élevés, de toute façon, les Français n'ont pas envie de gaspiller parce que le gaspillage, ça veut dire payer plus et les Français n'en ont pas les moyens. Ils n'ont déjà pas les moyens pour l'essentiel, alors pensez-vous pour les gaspillages. Jean Messia, la différence, elle est où ? La différence, c'est qu'à l'époque, tout le programme d'investissement dans le nucléaire qui avait été lancé par le général de Gaulle n'avait pas atteint sa pleine capacité. Donc nous étions à l'époque extrêmement dépendants du pétrole. Notre économie de l'époque était basée et assise sur le pétrole. Et effectivement, le nucléaire va nous arracher pas complètement, mais enfin en grande partie à la dépendance pétrolière. Voilà, donc aujourd'hui, si les choix qu'avait fait le général de Gaulle en son temps avaient été prolongés, modernisés, réactualisés par les gouvernements successifs, si la filière nucléaire, qui est justement cette filière qui nous permet à la fois une souveraineté énergétique tout en ayant une énergie décarbonée pour lutter contre le réchauffement climatique, etc., eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'en serait pas là à donner c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Si on est en train de répéter aujourd'hui exactement ce qu'on disait il y a 50 ans, vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est pas un succès. Hein.